Alors la dernière partie qu'on va vous présenter, on est un petit peu plus au stade du concept, là. On n'a pas encore fait les études, et essentiellement la question qu'on se pose comme nutritionniste, c'est que le diabète, c'est un taux de sucre élevé. Donc une immense partie de l'enseignement que les nutritionnistes donnent, c'est de savoir évaluer les glucides dans l'assiette, de savoir, on appelle ça le calcul des glucides. Donc vraiment un patient diabétique qui va manger est obligé de connaître la quantité de glucides qu'il a dans son assiette et de l'évaluer d'une façon assez précise. Donc on donne des conseils sur la quantité de fer et peut-être qu'il y a un effet un petit peu pervers à ça, à toujours mettre les glucides en avant. On finit par en oublier qu'une nutrition équilibrée, c'est pas juste des glucides. Et justement, on va vous montrer un petit peu ce qu'on pense de ce point de vue-là. Donc ça va être Véronique Gingras qui débute son doctorat avec nous et qui d'ailleurs, comme les deux précédentes, je devrais déjà le dire, est déjà couverte d'un nombre de prix et de bourses tout à fait substantiels. Ce sont des étudiantes extrêmement performantes. Donc elle va essayer de mettre un petit peu tout ça ensemble et d'aller voir si derrière ce calcul des glucides, on n'est pas en train d'induire un petit peu un effet pervers et d'oublier de parler aux gens un élément un petit peu plus important, donc un peu comme un conducteur qui serait toujours fixé sur la limitation de vitesse, mais qui oublierait un peu de regarder le rétroviseur avant de déboîter. Est-ce que peut-être des fois, à force de regarder un élément fondamental, on finit pas par en oublier d'autres qui sont tout aussi importants? Bonsoir tout le monde, ça fait plaisir d'être ici ce soir pour vous présenter donc un aspect crucial dans le cadre du traitement du diabète de type 1, qui est l'alimentation. Donc c'est vraiment au cœur du traitement et de la gestion du diabète de type 1. Donc je vais vous parler vraiment de l'alimentation plus au sens large. Donc je vais commencer par vous présenter un peu les recommandations actuelles en termes d'alimentation. En fait, c'est les recommandations de l'Association canadienne du diabète, mais c'est les recommandations qui sont les mêmes que pour tout le monde. Donc, en gros, ce qu'on recommande, c'est d'avoir une diète qui est équilibrée, qui est variée. Donc, d'inclure tous les groupes d'aliments. Par exemple, les groupes du guide alimentaire canadien, soit les légumes et fruits, les produits laitiers, les produits céréaliers, ainsi que les viandes et substituts. Puis, d'avoir une alimentation qui contient le plus de variété possible. En termes de répartition énergétique, on va parler, ici je vous l'ai présenté sous forme de pointe de tarte. Donc vous avez ici environ 45 à 60% du contenu en repas qui est du contenu en énergie de la journée qui est sous forme de glucides. Les glucides sont essentiels. C'est ce qui fournit l'énergie à court terme, c'est la seule source d'énergie pour le cerveau, donc c'est essentiel d'en avoir un apport qui est suffisant. Ensuite, on va avoir les protéines qui sont importantes. Donc, on recommande environ 15 à 20% de l'énergie qui vient sous forme de protéines. Les protéines, c'est important autant au niveau musculaire, mais c'est aussi une source d'énergie à plus ou moins long terme. Donc, c'est important d'en avoir un apport suffisant. Puis, on vise un apport en lipides ou en gras dans l'alimentation qui tourne autour de 20 à 35%. Donc, les lipides qui sont aussi importants, qui fournissent une source d'énergie à plus long terme. Puis, il y a quand même aussi plusieurs sources de gras qui ont des bénéfices au niveau cardiovasculaire, quand on pense par exemple aux oméga 3. Donc ça, c'est bien beau, c'est des chiffres, c'est un peu abstrait. Comment on traduit ça dans notre assiette? On va parler plutôt de l'assiette de santé ou disons l'assiette équilibrée pour vraiment visualiser dans l'assiette à quoi ça correspond. Donc cette assiette équilibrée va contenir environ la moitié du contenu de l'assiette sous forme de légumes, environ le quart du contenu de l'assiette sous forme de protéines, soit des protéines animales, végétales ou marines. Puis, on va avoir environ le quart du contenu de l'assiette qui va être sous forme de féculents. Par féculents, on entend tout ce qui est produits céréaliers, mais on inclut aussi la pomme de terre dans les féculents. On voit en périphérie de l'assiette équilibrée, on voit les fruits qui accompagnent les repas. On voit aussi l'eau qui est la source d'hydratation à privilégier. Et on voit les produits laitiers qui accompagnent le tout, par exemple le lait, yogourt, fromage. Donc ça ici, c'est en quoi se traduisent un peu les recommandations, autant pour la population générale que dans le cadre du traitement du diabète de type 1. Et s'ajoute à ça le calcul des glucides, qui est un aspect fondamental dans le traitement du diabète de type 1. Donc, les patients atteints de diabète de type 1 doivent à chaque repas calculer le nombre de glucides pour déterminer la dose d'insuline injectée. Et malheureusement, on n'a pas toujours la chance d'avoir une belle boîte à lunch sur laquelle le contenu est inscrit. Donc, on doit à chaque repas calculer le nombre de glucides additionnés et ensuite déterminer la dose d'insuline injectée. Mais en quoi ça se traduit? Dans le fond, il y a des études qui ont essayé de voir quelle était l'alimentation chez les personnes atteintes de diabète de type 1. Est-ce que ça se rapprochait des recommandations? Donc, je présente ici les résultats d'une étude américaine qui a inclus plus d'une centaine de patients atteints de diabète de type 1.
et qui a comparé aussi avec des patients sans diabète. Donc, vous avez ici, en vert, vous avez les patients atteints de diabète de type 1, les colonnes vertes ici. Vous avez les colonnes rouges, les patients qui n'ont pas le diabète. Vous avez 3 catégories qui ont été examinées, donc les gras, les glucides et les protéines. Puis l'échelle ici, ce que ça représente, c'est la proportion de patients qui atteignent les recommandations pour ce type de nutriments. Donc, ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a plus de patients sans diabète qui atteignent la recommandation en matière de lipides, de gras. Et ça s'explique, dans le fond, c'est que les patients atteints de diabète de type 1, dans cette étude-là, consommaient une diète qui était davantage riche en gras, donc qui dépassait les recommandations. Ensuite, on voit qu'il y a davantage de patients sans diabète qui atteignent les recommandations en termes de glucides. Et ça, en fait, c'est expliqué par le fait qu'il y avait davantage de patients atteints de diabète de type 1 qui n'atteignaient pas la quantité de glucides à consommer par jour. Donc, on voit une balance qui penche plus vers les lipides que vers les glucides en termes d'alimentation. En termes de protéines, on voit que pas mal tout le monde atteignait les recommandations. Donc, ce qu'on voit, c'est que les patients atteints de diabète de type 1 consommaient une diète qui était davantage dite athérogénique. Athérogénique, ce que c'est une diète qui pourrait à long terme favoriser l'athérosclérose et donc favoriser le risque de maladie du cœur. Donc, on a regardé ensuite chez les patients qui ont été vus ici dans le cadre des études à l'Institut de recherche clinique de Montréal, quelle était l'adhésion aux recommandations. Donc, comme Catherine vous l'a dit précédemment, quand les patients participent au projet de recherche, on leur demande de compléter un journal alimentaire de 3 jours. Donc, les journaux ont été compilés, analysés. Puis, ce qu'on a vu, c'est que il y avait environ la moitié seulement des participants qui atteignaient la recommandation en termes de protéines. Un peu moins du tiers qui atteignait la recommandation en termes de glucides. Donc, on voit qu'à nouveau, dans les patients ici, la majorité d'entre eux ne consommaient pas la quantité recommandée de glucides. Donc, il y avait un apport qui était insuffisant en glucides. Ensuite, on voit qu'environ la moitié des participants consommaient trop de lipides, donc dépassaient la valeur recommandée en termes de lipides. Donc, on voit un peu encore cette espèce de balance entre une diète qui est plus riche en lipides et plus faible en glucides. On voit que très peu de patients atteignaient la recommandation en termes de gras saturés, qui sont en fait les gras qui seraient associés au risque de maladie cardiovasculaire, donc des gras limités dans l'alimentation. On voyait que le pourcentage de patients qui ne dépassaient pas l'apport recommandé était très faible. Ensuite, on voit qu'environ le tiers des participants au projet de recherche consommaient suffisamment de fibres alimentaires, qui sont très importantes dans le cadre d'une alimentation équilibrée. Donc, les fibres notamment favorisent la satiété, mais seraient aussi associées à un meilleur contrôle glycémique. Puis, pour ce qui est du sodium, on voit qu'encore là, seulement le tiers ne dépassait pas l'apport recommandé. Le sodium qui est important de limiter, par exemple, en raison de son association avec le risque d'hypertension artérielle. Donc, en gros, si on compare à l'étude précédente, dans la cohorte, on avait environ 50% des patients qui consommaient une diète dite davantage athérogénique, donc plus riche en gras saturé. Et ce type de diète pourrait potentiellement mener à plus long terme à un risque de maladie cardiovasculaire augmentée. Donc, on voit qu'en termes de qualité nutritionnelle, il semble rester du travail à faire. Donc, nous, on s'intéresse dans le cadre de mon doctorat à une diète qui pourrait potentiellement, diète ou alimentation, qui pourrait potentiellement être bénéfique et dont je vais vous parler un peu plus tard. En termes de calcul des glucides, je vous ai dit que c'était également un aspect important dans le traitement du diabète de type 1. Donc, on a voulu regarder quelle était la précision du calcul des glucides chez les patients atteints de diabète de type 1 qui fréquentaient les RCM, disons qui ont participé au projet de recherche. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris les journaux alimentaires des patients qui avaient été complétés. Donc, comme je l'ai dit, ils complétaient 3 jours de journaux alimentaires. Ils inscrivaient tout ce qu'ils consommaient à chaque repas. Donc, à chaque repas, on leur demandait également d'écrire à côté le contenu en glucides du repas. Donc, de faire le calcul des glucides sur le journal en parallèle en nous inscrivant ce qu'ils consommaient. Donc, on avait le calcul des glucides fait par les participants. Puis, ensuite, la nutritionniste a compilé tous les journaux alimentaires. Donc, les données ont été entrées dans des fichiers informatisés. Puis, on a pu obtenir, dans le fond, le contenu réel en glucides des repas de cette façon-là. Puis, on a comparé les deux. Donc, le calcul des glucides fait par les participants versus le contenu réel en glucides. Puis, ce qu'on a vu, c'est que l'erreur moyenne par repas, par assiette, était de 15,4 grammes. Donc, ce qui est quand même important, ça constitue environ 21% du contenu de l'assiette. Donc, ça peut avoir des conséquences importantes. Par exemple, pour un patient qui se donne une unité d'insuline par 10 grammes de glucides,
alors on aurait ici une erreur de 1,5 unité d'insuline, ce qui pourrait potentiellement avoir des répercussions ensuite sur le profil glycémique. Justement, c'est ce qu'on a vu. On a observé que plus d'erreurs de calcul étaient associées à plus de fluctuations glycémiques en cours de journée, donc un traitement moins optimal en termes de fluctuations glycémiques. Donc, d'où l'importance d'effectuer un calcul le plus précis possible. Je vais maintenant vous parler, tout à l'heure, je vous ai dit, bon, la qualité nutritionnelle n'est pas optimale selon ce qu'on observe ici, mais également selon ce qui a été observé dans d'autres études. Et on pense qu'une des alternatives ou une des solutions potentielles à ce problème serait l'alimentation de type méditerranéen. Donc, qu'est-ce que c'est l'alimentation méditerranéenne? On entend des fois aussi diète. L'alimentation méditerranéenne, c'est vraiment un schéma alimentaire particulier qu'on retrouve dans les pays bordant la Méditerranée. Vous avez ici la pyramide typique qu'on retrouve. Donc, c'est une pyramide, comme vous voyez, qui est très colorée, qui contient une variété d'aliments. Donc, à la base de la pyramide, on retrouve les aliments à consommer en plus grande quantité. Et plus on monte dans la pyramide, plus on se dirige vers les aliments à consommer avec modération ou, disons, les aliments qu'on consomme d'exception. Donc, à la base de la pyramide, on a vraiment les produits d'origine végétale. On a tout ce qui est légumes, fruits, on a les noix, les légumineuses. Et on a une des particularités de la diète de type méditerranéenne qui est l'huile d'olive et les olives, qui sont vraiment un élément typique de la diète méditerranéenne. Un peu plus haut, on retrouve les poissons, les fruits de mer, donc vraiment les produits d'origine marine. Ensuite, on retrouve la volaille et les dérivés, comme les œufs. On retrouve aussi le yogourt, le lait et les fromages. Puis, encore plus haut, on retrouve la viande et les sucreries. Donc, tout ce qui est dessert et la viande rouge, qui est à consommer avec modération, dans le cadre d'une alimentation méditerranéenne. On retrouve encore une fois l'eau comme source d'hydratation principale et le vin à consommer en modération s'il y a absence de contre-indication à la consommation d'alcool. Donc, il y a plusieurs études qui ont été faites pour examiner les bénéfices associés à l'alimentation méditerranéenne. C'est beaucoup des études qui ont été faites dans la population en général. On a vu beaucoup d'effets bénéfiques associés à cette diète-là. Par exemple, une amélioration du profil lipidique, donc des taux de cholestérol, une amélioration de la tension artérielle, amélioration de la sensibilité à l'insuline et de la composition corporelle également. Puis tous ces bénéfices-là sont associés à une diminution du risque de maladie du cœur. Ensuite, ce qui est important à noter, c'est qu'il y a plusieurs bénéfices qui ont été démontrés suite à l'adoption d'une alimentation de type méditerranéenne, et ce, avec ou sans perte de poids. Donc, c'est vraiment la qualité nutritionnelle de l'alimentation méditerranéenne qui offre des bénéfices au niveau de la santé du cœur. Et il y a une étude aussi dans la région de Québec qui a démontré que l'adoption d'une alimentation de type méditerranéenne n'était pas plus dispendieuse qu'une alimentation typique nord-américaine. C'est quand même un point important à considérer quand on veut promouvoir un type d'alimentation. Donc, on a regardé spécifiquement chez les patients qui ont été vus ici dans le cadre des études à l'IRCM. Donc, on a calculé le score méditerranéen des patients qui ont été vus ici. Puis, ce qu'on a vu, c'est qu'une adhésion plus grande à la diète méditerranéenne était associée à un plus petit taux de taille, qui est un facteur de risque cardio-métabolique important. C'était associé à une tension artérielle qui était plus faible et à une meilleure sensibilité à l'insuline. Donc, on pense que ce sont des bénéfices potentiels de la diète méditerranéenne qui pourraient aider à prévenir le risque de maladie du cœur dans cette population. Donc, en résumé, on voit que l'adhésion aux recommandations nutritionnelles est sous-optimale. On voit aussi un pourcentage d'erreur d'environ 20% dans le calcul des glucides, puis cette erreur-là est associée à davantage de fluctuations glycémiques. Et finalement, on pense qu'une alimentation de type méditerranéenne pourrait s'avérer bénéfique pour les patients atteints de diabète de type 1, et c'est ce que nous allons tester dans le cadre d'une étude prochaine ici à l'IRCM. Donc, je vous remercie de votre attention, je peux répondre à vos questions tout à l'heure.